Hop. Alors, du coup, comme d'habitude, bonjour et bienvenue à tous pour cette web TV sur donc Partir ici, avec la nouveauté de 2023 qui est l'ajout des hébergements maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire un petit point sur la démarche, on va dire, Partir ici, un petit peu l'évolution, et puis on va arriver jusqu'aux hébergements et les modalités, on va dire, pour en faire partie. Comme d'habitude, c'est enregistré, donc si jamais vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez enlever pardon, vos caméras. Et sinon, je considère que vous nous donnez l'autorisation. Et comme d'habitude, ça se retrouvera en replay sur l'espace pro et la chaîne YouTube de la Maison du Tourisme. Alors, je vais vous partager mon écran parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Hop, là, peut-être. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Là, là. Hop, hop, hop. Est-ce que là, du coup, vous voyez le PowerPoint? Oui, enfin, Alors, on voit parfait. l'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose, un truc bleu avec marqué partir ici? Oui, oui, oui. Ok, bon, parfait. Hop, c'était ça que je voulais faire. Je vais y arriver. Là, là, c'était ça que je voulais. Voilà. Alors, du coup, par rapport à la démarche Partir ici, on est sur une. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, vraiment. Je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Mais pour faire simple, on va dire, c'est une démarche qui a été menée par Auvergne, pardon, Rhône-Alpes Destination Tourisme, pardon, en 2000. Ça a commencé en 2020, on va dire, et ça s'est un peu lancé en 2021. En fait, au départ, c'était une initiative par rapport au confinement, Covid, etc. L'idée, en fait, au départ, était de proposer en fait pour les habitants et les visiteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes des activités, animations, sites de visite, sites naturels, etc. Pour les habitants et surtout avec une idée sur une journée seulement. Il n'y avait pas du tout au départ du projet, il n'y avait pas du tout d'idée d'hébergement, ou du moins vraiment pas tout de suite. L'idée était plutôt d'installer un petit peu le réflexe partir ici et par la suite, donc comme c'est le cas à partir de cette année, intégrer les hébergements pour pouvoir proposer après des choses plus sur le week-end. Donc, on était vraiment sur, par contre, des activités qui avaient ce qu'ils appellent des prérequis. On va les retrouver un peu après pour les hébergements également. C'est-à-dire que l'idée n'est pas non plus de mettre, de faire un catalogue, on va dire, de ce qui peut être proposé sur les différentes destinations, parce que là, on est quand même sur un projet à l'échelle de la région. Donc, on a quand même un certain nombre de départements et donc de destinations touristiques. Donc, l'idée était quand même de faire un pré-tri, entre guillemets. Et le postulat, on va dire, de départ, c'était par rapport à tout le travail sur le tourisme bienveillant qui a été mené aussi par la région il y a quelques années maintenant. Donc, quand on dit tourisme bienveillant, le terme est assez large pour le coup. Ça peut regrouper on va entendre plusieurs noms ou thématiques, c'est-à-dire que ça peut être considéré comme du tourisme vert, du tourisme durable, du tourisme écologique, on va dire un petit peu, et bienveillant. Il y a le côté aussi respect de l'environnement, bien sûr, respect aussi du microcosme, on va dire, dans lequel l'activité se situe. Voilà, il y a les trois piliers de toute façon du tourisme durable. Donc, le social, l'économique et
solidaire. Voilà, du coup, on a ces points-ci qui sont très importants. Après, l'idée, donc, c'était d'accompagner du coup les visiteurs et de les inspirer surtout. Et on était dans le contexte aussi quand le site donc www.partir-ici.fr est sorti, on était aussi dans un contexte des fameux confinements ou déconfinements. Donc oui, d'ailleurs, ça date plutôt de 2020, hein, pas 2021, 2020. On était sur l'idée des sorties, on va dire, dans un périmètre de 2 heures autour de son habitation. Donc, il y avait aussi un côté découvrir ou redécouvrir des pépites, en fait, qu'on connaissait peut-être pas forcément. Parce que c'est vrai on a tous, peut-être malheureusement, j'ai envie de dire, tendance à partir parfois loin, alors qu'en fait, à côté de chez soi, il peut y avoir des choses qui peuvent être très sympas à faire et qu'on connaît peut-être pas forcément. Donc, voilà, du coup, ce site est sorti, aidé, on va dire, par les offices de tourisme qui ont en fait ce qu'on appelle présélectionné en fait des offres. Et puis un questionnaire a été envoyé aux personnes concernées pour pouvoir faire ce qu'on appelle un autodiagnostic, en fait, c'est-à-dire répondre à peu près 45 questions. Il y a 15 questions par thématique, mais ça, on le reverra un peu après parce que le cheminement, on va dire, est exactement le même pour les hébergements. Et du coup, le prestataire fait son audit et il obtient en fait un score. Et si le score est bon ou à un niveau assez important, il peut prétendre à être sur le site de Partir Ici. Info à noter qui est pas négligeable pour le coup, ils ont fait en fait dès le départ une idée de saisonnalité, on va dire, où en fait quand vous allez sur le site aujourd'hui, en fait vous allez avoir toutes les activités qu'il va y avoir d'aujourd'hui jusque plus 3 mois. Ça veut dire, par exemple, concrètement que là, si je pense aux balades nature et patrimoine, par exemple, qu'on propose conjointement avec le parc, qui sont des balades avec des accompagnateurs moyenne montagne ou des guides encartés, donc certifiés, on va dire, donc des prestations de qualité. Du coup, par exemple, celles-ci sont automatiquement en fait présélectionnées et puis il y a assez peu de malchance, on va dire, pour qu'elle ne soit pas validée après sur Partir Ici. Mais du coup, une BNP qui va se passer au mois d'août, par exemple, là, à l'heure actuelle, vous n'allez pas pouvoir l'avoir, parce qu'on n'est pas encore là, vous verrez les activités qui seront proposées jusqu'à début juillet. Donc voilà, il y a bien cette notion-là, parce que c'est vrai on a parfois eu des retours de prestataires qui nous ont dit que, voilà, ah oui, mais j'apparais pas. Oui, mais en fait, c'est normal, c'est que votre activité commence, là, dans mon exemple, commence à partir du 14 juillet jusqu'au même 25 novembre. Mais voilà, l'activité n'est pas encore considérée comme active, entre guillemets, et disponible sur le site de Partir Ici. C'est en fait tout simplement parce que il y a un côté, en fait, quand on utilise Partir Ici, ils partent du principe, ce qui est complètement logique, qu'en fait, on est déjà sur place, soit on est habitant de la région Aura, soit on est visiteur. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on est sur place. Donc, en fait, on cherche des activités maintenant à faire. Et donc, on a moins d'attrait pour ce qui va se passer dans plus de 3 mois. Vous me dites, hein, si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hum, hop, hop. Du coup, sur Partir Ici, on a plusieurs catégories, on va dire, sur le site. Ça, je vais y revenir très, très rapidement. On a du coup sur la page d'accueil les ronds que vous avez juste ici, c'est des stories, donc comme sur Instagram, donc des vidéos courtes qui vont permettre à la prestation de parler de quelque chose en particulier. On a une géolocalisation du coup qui est possible, ou alors on peut directement rentrer le nom de l'activité ou du site touristique qu'on recherche. On a une catégorie en dessous qui est testé pour vous. Donc ça, en fait, c'est soit des articles rédigés par les offices de tourisme sur une thématique particulière ou un secteur
de la destination en particulier qu'ils ont souhaité mettre en avant. Et on a aussi ce qu'ils appellent les éclaireurs. En fait, pour être clair, c'est des ambassadeurs en fait qui vont, pareil, tester les différentes activités ou faire pareil, des articles, des reportages sur les différentes choses proposées. Au niveau des thématiques, on est du coup sur bien-être, la culture, le patrimoine et art de vivre, ce qui en fait devrait faire écho aux univers en fait que nous on a décidé sur lesquels nous on a décidé de travailler aussi. Donc on est sur art de vivre, on est sur le bien-être et on est sur le tourisme vert durable. C'est toujours un peu délicat, on va dire, de le nommer, on va dire, parce que voilà, la catégorie est large et on peut décider ou non d'y intégrer telle ou telle chose. Du coup, jusqu'à maintenant, on a à peu près 4000 idées de sortie qui ont été partagées sur Partir ici. Et l'idée est bien sûr, au cours de l'année, en fait, à chaque fois, de toujours, quand je dis nous, pour le coup, c'est les offices, de toujours avoir un œil en fait sur les activités, les animations qui peuvent rentrer pour voir si en fait ça peut rentrer ou non dans le cadre de ce projet. Sachant que au niveau, alors je ne sais plus, je crois que je l'ai dans l'autre PowerPoint, mais c'est à la marge, entre guillemets, on va dire que c'est pas forcément ce qui nous intéresse maintenant, mais je pourrais revenir dessus rapidement. Partir ici, en fait, quand même un assez gros programme de communication. Ils font beaucoup de posts Facebook, Instagram, ils font beaucoup de publicité également sur Facebook. Ils ont pas mal de choses sur les radios, sur la presse locale, enfin locale, voire régionale. Voilà, il y a plein de choses quand même qui sont faites, donc ils essaient de le mettre quand même beaucoup en avant et que ça devienne un petit peu un réflexe. Du coup, je vais vous proposer de regarder aussi une vidéo en fait de présentation du projet. Hop. Vous me dites si vous la voyez bien. Est-ce que du coup c'est bien passé sur... Ouais, Oui, c'est bon. Hop. Du coup, elle fait 2 minutes et en fait, ça retrace un petit peu ce que je vous ai dit, mais voilà, du coup, comme c'est un peu plus visuel, est-ce que vous avez bien l'audio? Si, non. Il est euh, censé y avoir du son là? Oui, Coucou Megan. ouais. Oui, mais après, en même temps, le son, en fait, c'est juste enfin, c'est pas des paroles, c'est vraiment juste du son. Donc, La à la musique? rigueur, c'est pas, ouais, c'est de la musique. D'accord. Parce que Donc, moi, c'est pas très, j'entends pas par contre. après, c'est pas très, très grave, j'ai envie de dire. Hop, Bon, je bah tant mieux. Tac. Sinon, quelqu'un peut chanter.
Voilà, du coup, là, on a une présentation succincte, mais les infos, on va dire, qu'il faut pour comprendre un petit peu le projet, sachant que cette vidéo, du coup, elle est envoyée, en fait, quand l'office présélectionne une offre, en fait, automatique, enfin, le lendemain, du moins, ou dans la nuit, mais automatiquement, on va dire, le prestataire reçoit un mail en disant que du coup, il a été, je me souviens plus exactement du mail, mais en fait, ça veut dire que on le prévient qu'il a été présélectionné par l'Office de tourisme, qu'il va falloir remplir un autodiagnostic qui dure à peu près un quart d'heure, on va dire, à remplir. Et en fait, il y a le lien, ou du moins l'image, pour aller en fait sur cette vidéo-là de présentation, ce qui permet voilà, de pouvoir expliquer le projet de manière un peu plus précise, parce que c'est vrai qu'il y a des prestats parfois qu'on a pu présélectionner, mais qui n'ont peut-être encore pas eu l'information comme quoi cette plateforme existe. Donc, ça peut être un peu déroutant. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on a été sélectionné, ce qu'il va falloir faire, etc. Sachant que je trouve que c'est quand même une plateforme et une visibilité supplémentaire qui est quand même pas négligeable, parce qu'on est à l'échelle de la région. Donc voilà, au niveau communication, il y a des moyens quand même qui sont mis en place et qui sont quand même conséquents. Il y a des partenariats aussi qui existent parfois entre les offices et Partir Ici. Il y a des challenges aussi qui sont organisés de temps en temps pour essayer d'augmenter le nombre d'offres, ou alors d'améliorer, on va dire, les offres qui ont été sélectionnées. Parce que dans l'autodiagnostic, donc vous avez les fameuses 45 questions dont je vous ai parlé. Et en fait, à la fin, on vous demande, en fait, enfin, ça reprend les informations qui sont rentrées sur Rapidae. Ça vous demande de les vérifier, prioritairement descriptif court, détaillé, les horaires, les tarifs, et je crois que ça doit être à peu près tout, si je me souviens bien. Et en fait, après, par contre, il y a deux catégories qui vous sont demandées d'être remplies, qui, sur le principe, ne sont pas encore faites, nous, sur nos fiches, parce que c'est quelque chose, c'est une donnée que pour l'instant, nous, on n'exploite pas, mais peut-être qu'à l'avenir, on exploitera. En fait, on vous demande de remplir un portrait. Donc, c'est-à-dire présenter rapidement soit la personne en charge de l'activité, soit le directeur de la structure, ou le chargé de com. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais le portrait qui peut être un peu sympa, on va dire, orienté plutôt sur ce que vous faites au niveau tourisme bienveillant. Et il y a ce qu'ils appellent la bonne pratique aussi, c'est-à-dire ça peut être entre guillemets tout et n'importe quoi. Il y a des fois des activités, il n'y a limite pas besoin de rajouter enfin, il faut quand même le remplir, mais il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Des fois, l'activité en elle-même et je pense à, je sais pas, alors j'allais dire de la cueillette de plantes, non, de la, comment dire, oh, je ne trouve pas mon mot, pas de l'élevage de plantes, ça ne va pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on est sur des plantes comestibles, etc., sur la gestion raisonnée de plantes comestibles ou autres, voilà, l'activité en elle-même est de fait autour du tourisme durable. Après, ça peut être dans la structure, je ne sais pas, il y a un poulailler qui permet du coup enfin, voilà, d'éliminer les déchets organiques de manière naturelle. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Après, parfois, c'est pas toujours évident, mais du coup, ils tiennent quand même à ce que le portrait et la bonne pratique soient quand même remplis pour compléter tout le profil. Parce que eux, en fait, c'est des informations qu'ils font ressortir sur leur site à eux. Hop. Après, on va passer à la partie qui, pour le coup, nous intéresse directement. Hop, hop, hop. Donc là, du coup, je ne vais vraiment pas m'étendre du tout. Là, on est sur le nombre de visiteurs qu'il y a pu y avoir sur le site internet en 2022 notamment. Donc, on est sur 900 000 visites.
On est sur 900 000 visiteurs. On est sur 214 000 visiteurs qui restent à peu près 5 minutes. Donc, ça veut dire quand même qui sont soit avides de contenu, soit qui regardent le contenu de manière assez détaillée. Et puis après, depuis janvier 2023, on est sur 92 000 visiteurs, 48 secondes en moyenne. Donc là, par contre, c'est soit ça veut dire qu'ils ont, enfin, il y a deux explications. Soit ils trouvent pas ce qu'ils veulent et ils repartent tout de suite. Soit ils trouvent ce qu'ils veulent tout de suite et puis ils n'ont pas besoin d'aller chercher. Ils cherchent quelque chose en particulier et du coup, ils n'ont pas besoin de rester plus de temps que ça sur le site. Et après, on est sur 22 000 visiteurs qui restent en moyenne 3 minutes 20. Donc là, pareil, c'est pas mal. Ça veut dire que soit ils font des recherches approfondies, soit ils font plusieurs recherches. Voilà. Là, du coup, je voulais juste indiquer un petit peu le processus, on va dire, un petit peu de la marque et du site. On était sur donc 2020, lancement. 2021, 2022, c'était un peu sensibiliser les offices de tourisme, clarifier un peu et surtout les prérequis, parce qu'en fait, il y a 4 prérequis qui sont prédéfinis. Et pour qu'une offre puisse être sélectionnée, il faut qu'ils aient au minimum 3 sur 4 prérequis. Et c'est vrai qu'au début, un peu large, entre guillemets. Les premières années, enfin, du moins les premières fois, c'était des web TV, donc certes organisées par la région, donc les offices en avaient quand même connaissance, mais moi, je me suis retrouvée plus d'une fois à devoir faire un compte-rendu aux collègues pour qu'on sache quoi faire. Donc voilà, ils nous ont sorti ça un peu de leur panier magique, on va dire. Et nous, après, il a fallu qu'on s'organise aussi un petit peu et qu'on parle même à nos collègues un petit peu de ce projet-là. Là, on est dans la deuxième phase, donc 2022-2024, c'est-à-dire installer la marque. Il faut que ça devienne en fait L'idée, c'est que pour les habitants et les visiteurs, ça devienne en fait un réflexe de passer par Partir ici. Ça garantit en fait d'avoir des activités de qualité et bien détaillées, à jour et surtout respectant tout ce qui est autour, encore une fois, du tourisme bienveillant, slash durable, slash vert, qui est une grosse tendance quand même des clientèles en fait actuelles. Ils sont vraiment en demande et en recherche de ce genre d'activité. Donc, Partir ici, pour le coup, s'inscrit clairement là-dedans. Après, on est sur la phase 2024-2026, où là, du coup, ce sera plutôt de fidéliser. L'idée encore une fois, que ça devienne un réflexe, ça passera via des pubs notamment, parce que voilà, on peut avoir, enfin, si c'est un réflexe, ça veut dire qu'on ira d'emblée. Par contre, il y a des personnes où il va falloir leur rappeler parfois de temps en temps que Partir ici existe. Et à partir de 2027, pardon, l'idée sera de pérenniser et d'en faire quelque chose d'autonome et comme je le disais, le but ultime étant en faire un réflexe pour les habitants. Et puis, bien sûr, qui est l'idée derrière, bien sûr, ça reste quand même le tourisme et comment dire, une économie aussi. Et donc, voilà, l'idée est de faire consommer sur le secteur. Et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'intégration des hébergements. Alors, il y a eu, pour annoncer ce dispositif, il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été faits auparavant, donc surtout en mars. Il y a eu donc une rencontre annuelle de l'hébergement début mars et il y a eu un rendez-vous de l'hébergement qui a eu lieu le 16 mars, notamment pendant lequel ont été invités les adhérents de Natitude. Il y a eu des retours très positifs parce que il y avait une attente, je pense aussi derrière de la part des hébergeurs de pouvoir remonter en fait sur Partir ici et faire partie de ce projet. Alors du coup, les étapes, je vous l'ai un petit peu dit avant, mais voilà, c'est peut-être un petit peu plus visuel pour le coup. Alors en fait, ce qu'il y a à faire et les étapes, donc principalement, c'est quand même les offices de tourisme en fait.
Sachant que vous verrez par rapport aux prérequis, Partir ici nous fait quand même beaucoup confiance, on va dire, dans le sens où il y a des prérequis, vous verrez. J'ai des exemples après de ce qui passe, on va dire, et ce qui ne passe pas. Voilà, parce que les prérequis peuvent être parfois un peu, comment dire, sujet à interprétation, on va dire, sur certains cas. Partir ici, à ce niveau-là, nous fait entièrement confiance en disant que les offices sont les fins connaisseurs de leur territoire et de leur destination. Donc, si ils pensent que tel ou tel hébergement présente des qualités indéniables pour partir ici, on peut être en droit, on va dire, de les présélectionner. Donc, du coup, la première chose, c'est de voir la typologie d'hébergement éligible. Ça, j'en reparlerai juste après parce qu'il y a quand même un élément qui est non négligeable, c'est-à-dire que les meublés et gîtes ne sont pas ne feront pas partie en fait des types d'hébergement éligibles. Donc, ce qui réduit quand même considérablement le panel, on va dire, qui était possible. Je vous avoue que, enfin, moi, je n'avais pas eu vent, on va dire, de cette information-là. Et quand j'ai regardé le replay qui a été fait par la région il y a 2 semaines. J'ai été très, très surprise de ça. Et en fait, après, j'ai eu un rendez-vous avec Marie Sturm qui s'occupe du projet et du programme Partir ici. Et on en a parlé un petit peu. Et en fait, c'est pour une question tout simplement d'éviter de refaire, on va dire, un catalogue. Parce qu'on est à l'échelle, encore une fois, de la région. Donc, l'idée n'est pas d'avoir une quantité d'offres folle. Il y a, pour les gîtes, il y a en fait la notion qui manque énormément, qui est le côté accueil, partage, qui fait partie, vous le verrez après, des prérequis aussi. Il n'y a pas de restauration, il y a beaucoup moins de moments de partage quand on est sur un gîte ou un meublé qu'une chambre d'hôte, par exemple. Donc, c'est notamment pour ces 2 critères principaux que les gîtes et meublés ont été écartés, on va dire. Après, du coup, nous, comme on connaît nos offres, l'idée, c'est de se dire, on peut faire une espèce de présélection en disant, bah, moi, je pense que ceux-là seraient éligibles. L'idée, après, c'est de mettre en parallèle les prérequis, de voir s'ils répondent, comme je le disais, à au moins 3 sur 4 prérequis. Et après, c'est ce qu'on appelle chez nous un critère interne, mais sur la base de données Apidae, en fait, de venir taguer et présélectionner cette offre-là. Et après, comme je vous le disais, un mail est envoyé à l'hébergeur avec l'autodiagnostic et la petite vidéo de présentation qui va bien. Et après, c'est le travail, on va dire, est du côté des hébergeurs, remplir leur questionnaire. Et en fait, une fois que le questionnaire est rempli, Office de tourisme, nous, on reçoit un mail en disant, enfin, je ne sais plus exactement non plus comment ça dit, mais autodiagnostic rempli, etc. Et en fait, nous, ça va nous remettre la fiche Apidae et ça va nous indiquer que sur l'impact social, il a eu 2 sur 3. C'est toujours sur 3 le résultat final. Sur l'impact environnemental, il a eu, etc., etc. Et en fait, nous, on valide... Ah, pardon. Non, ça ne va pas. On valide ça du coup, enfin on valide sa fiche et puis après, selon comment est-ce qu'il est ouvert, l'hébergement apparaîtra. Alors par contre, comme c'est les débuts, il nous laisse un petit temps de présélection aussi de notre côté et les premiers hébergements ne devraient remonter par contre qu'à partir de début juillet. Donc, il y a quand même un petit temps de latence, mais à partir de début juillet, si tout va bien, les premiers hébergements pourront être visibles sur Partir ici. Alors là, du coup, on va passer aux prérequis. Donc, l'idée des prérequis, en fait, c'est pour éviter, enfin, pour garantir une certaine qualité de service, avoir une homogénéité aussi par rapport à l'ensemble du territoire et surtout de la région, parce qu'encore une fois, on est sur un projet qui est à l'échelle de la région, donc il faut quand même qu'il y ait des règles, hein, en quelque sorte. Ça permet de renforcer aussi la différence de Partir ici avec d'autres plateformes, parce que pareil,
des raisons, on va dire, pour lesquelles ils ont exclu les gîtes et meublés, c'était qu'en fait, il y a d'autres plateformes qui existent, qui ont cette fibre tourisme durable également. Donc là, du coup, ça permet de ne pas faire redite, on va dire, ou doublon, etc. Il y a une idée aussi de culture commune autour du tourisme bienveillant. Et puis après, enfin voilà, après, ça va être surtout les principaux. Et après, donc, oui, ça, c'est que j'ai repris le PowerPoint qu'ils ont présenté. Donc, il y a des fois des choses, c'est pas que c'est inutile, mais ça sert peut-être un poil moins. C'était du coup en préambule indiqué que les offres présentées doivent respecter le code du tourisme et notamment les articles D 122.2 et R 443.4 et puis avec une vigilance particulière pour les chambres d'hôtes et accueil à la ferme et puis les mises aux normes au niveau de l'accessibilité également. Ça veut dire que voilà, l'idée, c'est si on présélectionne une offre, c'est que l'Office de tourisme considère qu'il y a une qualité de service certaine, mais aussi, bien sûr, qu'il respecte toutes les lois qui incombent au type de structure qu'il est. Donc, du coup, là, comme je le disais, au niveau des hébergements qui peuvent apparaître sur partir ici, donc tout ce qui va être hôtel, camping, village vacances, accueil à la ferme, maison d'hôtes, auberge de jeunesse et refuge de montagne gardé. Et ceux qui ne peuvent pas, donc c'est tout ce qui est meublé, tourisme et gîte, sans prestation de restauration, pardon, et le logement chez l'habitant hors chambre d'hôte et accueil à la ferme. Parce que ça peut arriver parfois, en effet, j'ai un exemple moi, très précis sur Saillant où on avait un monsieur en fait qui était je ne sais pas quelle est la. Enfin, il a été obligé d'être déclaré en chambre d'hôte, mais en fait, ce n'était pas le cas. Mais il avait besoin d'une déclaration pour pouvoir accueillir une demoiselle qui était à l'école de Saillant. Donc voilà, sauf qu'en fait, il n'avait aucune activité touristique réelle, parce que la chambre était exclusivement réservée à cette jeune fille. Donc voilà, il y a parfois, quand on accueille des personnes, en effet, on doit se déclarer en tant que chambre d'hôte, sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Alors, au niveau des prérequis, donc comme je disais, il faut au moins 3 prérequis sur 4. Il faut que l'hébergement sorte du lot, qu'il ait une dimension singulière, voire insolite. Je vous montrerai du coup vraiment avec des exemples comme je vous disais, ce qui passe, on va dire, et ce qui ne passe pas. Il faut qu'on soit sur un hébergement qui soit hors des sentiers battus ou à taille humaine. Et de par sa localisation ou sa taille qui respecte son territoire d'implantation, qu'il y ait une idée de valorisation du patrimoine culturel ou naturel local, qui marque en fait les spécificités et l'identité du territoire sans les dénaturer. Je pense par exemple typiquement chez nous à une jazzerie, par exemple. Même si on n'en a pas forcément beaucoup, mais voilà, une jazzerie, ça va être clairement dans ce troisième prérequis-ci. Et puis après, on a une idée d'un hébergement qui favorise les échanges avec les exploitants du lieu ou alors éventuellement des artisans, des producteurs, des acteurs locaux. Par exemple, en proposant, je me suis lancée dans un exemple que je n'ai pas, en proposant une rencontre ou comment dire, un marché local, pourquoi pas, de producteurs ou peut-être que l'hébergement a un partenariat très proche avec le fromager d'à côté et que du coup, via l'hébergeur, vous pouvez peut-être aller soit visiter l'exploitation, soit faire un achat en direct, on va dire, mais via l'hébergeur, ou voilà, ce genre de choses. Alors du coup, là, après, ils ont détaillé bien précisément, on va dire, ce qu'ils entendent par les prérequis qu'ils indiquent. Donc du coup, on peut considérer ce qui sort du lot ou qui est insolite comme un élément qui va le différencier
d'un autre hébergement d'une même catégorie. Je ne sais pas, une chambre d'hôte. Non, il faut que j'arrête de me lancer dans les exemples. Alors vraiment, on verra avec les exemples qu'ils ont mis après. Parce que du coup, c'est que j'ai pas réfléchi avant. Donc là, comme ça, je l'ai pas forcément tout de suite. Mais si un hébergement, après cabane, tout de suite, c'est tout de suite insolite. Mais voilà, une chambre d'hôte cabane ou moulin, par exemple. Voilà, du coup, c'est tout de suite différenciant par rapport à une autre chambre d'hôte qui, bien que le bâtiment soit très joli, sera un peu plus singulière ou un peu plus classique, on va dire. L'idée, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'être poussé à l'extrême non plus. On est après au niveau du bâti, on peut être sur aussi bien de l'ultra typique, donc comme je le disais, soit vieille maison en pierre avec très grande cheminée, poutres apparentes, etc., etc., donc assez classique pour le coup, et on peut être aussi sur de l'ultra atypique et de l'ultra moderne, comme une construction neuve par exemple, mais respectueuse de l'environnement. Là, comme ça, celle qui me vient en tête, ce serait pour le coup Quindia avec le bois de Luna, avec les dômes qu'ils ont construits. Euh, voilà, où on a une dimension, ça sort du lot, parce qu'en plus, on a une dimension où on peut regarder les étoiles, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. L'aménagement intérieur aussi, ou est-ce qu'il y a des... Bon, alors, ils sont peut-être allés un peu fort avec les œuvres d'art exposées, hein, quand même si tout peut être œuvre d'art, hein, pour le coup, mais est-ce que la décoration est particulièrement soignée? Est-ce que au niveau de l'extérieur, la faune et flore locale, on va dire, est présente? Est-ce qu'il y a des arbres remarquables? Est-ce que le parc est bien particulier? Voilà, ce genre un peu de... En fait, c'est tout ce qui va permettre de différencier et d'indiquer une spécificité sur l'hébergement. Hors des sentiers battus ou à taille humaine. Donc là, ils mettent une précision. En effet, c'est quand même compliqué d'avoir une jauge universelle, de par le fait de base, ils indiquent différents... Enfin, on ne pourra jamais avoir la même jauge entre une chambre d'hôte et un village vacances. C'est pas possible. C'est pas la même façon de recevoir, on va dire. Donc l'idée n'est pas forcément là, mais après, c'est plutôt, quand il parle hors des sentiers battus, c'est plutôt une idée pas forcément dans un endroit hyper touristique où on va pouvoir se ressourcer sans forcément voir X personnes. Je pense honnêtement que dans notre secteur, de manière quand même assez générale, sans trop me tromper, je pense qu'on peut dire qu'on est quand même à peu près tous hors des sentiers battus parce qu'on n'est pas sur des flux touristiques énormissimes. Donc ça, je pense qu'à ce niveau-là, celui-ci est assez facilement faisable, on va dire. Et l'idée de la question de quel est le niveau de fréquentation acceptable pour garantir le bien-être des habitants. Après, ça dépend, hein. Il y a des fois, il y a des habitations qui sont en plein cœur de ville qui ne seront peut-être pas facilitants, on va dire, pour le côté bien-être. Mais bon, sur le principe, je pense que ce critère pour nous est relativement facile, on va dire, beaucoup plus que dans les Alpes, on va dire. Et puis, être à taille humaine avec l'idée de limiter la pression sur le territoire d'implantation. Est-ce que comment dire, est-ce que l'hébergement est pas trop grand ou pas par rapport au nombre d'habitants dans la commune, etc. Enfin, voilà, c'est des questions, mais encore une fois, ça, je pense que celui-là, on y répond quand même assez facilement. Valoriser le patrimoine culturel ou naturel local. Alors, il y a plusieurs euh, idée, on va dire, ou niveau. Donc, on est par rapport à l'échelle du site d'implantation, est-ce qu'il y a un point de vue qui permet un panorama particulier? Est-ce qu'il y a un accès à un site naturel d'exception ou un village remarquable? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, même par exemple un sentier de randonnée, que ce soit un sentier de randonnée euh, thématique ou avec des panneaux ou
Pas forcément, hein, d'ailleurs, parce qu'en général, la plupart des circuits de randonnée permettent toujours quand même de voir soit un panorama, soit la faune et la flore typique du secteur, etc. Donc, ne serait-ce que ça, des fois, ça peut être un avantage, on va dire, ou un point pour permettre de répondre à cette question. Par rapport au bâti ou à l'aménagement intérieur ou extérieur, comme je disais, ça se recoupe pas mal, hein, vous voyez aussi avec notamment le premier prérequis, où du coup on est sur du bâti typique ou de l'historique rénové. Et est-ce que les aménagements extérieurs favorisent, on va dire, la flore locale? Et après, est-ce que là, c'est plutôt sur la partie restauration et ou boutique, selon. Est-ce que on met en avant ou pas des producteurs ou des artisans locaux? Là, celui qui me vient en tête d'instinct, c'est le Fournia, parce que du coup, le Fournia, chambre d'hôte sur Grand Riff, bah là, du coup, le point de vue, on est quand même plutôt pas mal sur la vallée d'Ambert. Alors, architecture, j'ai pas encore vu l'intérieur, mais je vois comment elle fait l'extérieur et c'est quand même assez typique. Et elle propose une table d'hôte où elle fait tout elle-même et les petits déj pareil. Et puis après, elle a une partie vraiment, elle boutique pour le coup. Elle a une pièce dans sa maison d'hôte qui est vraiment consacrée à des produits locaux. Et voilà, du coup, pour vous donner des exemples, après, je m'excuse, hein, c'est pas du favoritisme, c'est juste que c'est sur mon secteur et que ça permet d'illustrer quand même aussi un petit peu les propos. Et puis après, donc, c'est celui-ci, honnêtement, qui est le plus compliqué à... Enfin, ça dépend pour qui, mais c'est celui-ci, pour moi, qui est quand même un peu le plus compliqué à mettre en place, c'est-à-dire favoriser les échanges avec les exploitants du lieu ou les acteurs locaux. Là, on ne parle pas, en fait, de la simple remise de clés où on donne deux, trois infos touristiques, etc. Là, on est vraiment sur de l'accueil privilégié avec des temps d'échange qui sont clairement organisés ou en dehors des prestations d'accueil. Ils mettent et de restauration aussi. Après, pour moi, en effet, je prends l'exemple des chambres d'hôtes. Le petit déjeuner est en effet à un moment privilégié pour permettre de discuter avec les visiteurs. Après, c'est pas forcément non plus le moment où on va parler... Enfin, si, je pense que si, justement, c'est le moment où on va parler d'informations touristiques, etc. Mais je pense honnêtement que tous les déjeuners ne se ressemblent pas non plus et que parfois, même si le petit-déj ne doit pas... J'en sais rien, il n'y a pas une durée minimum de petit-déj, mais... j'imagine qu'à chaque fois, en fait, il y a un moment qui est pris en plus, on va dire, pour pouvoir expliquer un peu le secteur, etc. Après, donc, ils indiquent ça par des moments aussi visibles et communiqués aux clients. Mais honnêtement, pour moi, le petit-déj des chambres d'hôtes enfin, fait clairement partie de ça, en fait. Et je pense, par exemple, pour les villages vacances, je pense aux pots d'accueil, par exemple, qui peuvent être proposés, notamment l'été, soit par les offices, soit directement par le village vacances. Et puis après, des échanges entre les hôtes et acteurs identifiables. Donc là, c'est par exemple si ça peut être des... Je sais qu'il y en a quelques-uns dans les prestataires hébergeurs qui peuvent proposer, même si ce n'est pas eux qui le font directement, mais ils le proposent, ça peut être de proposer des massages, par exemple, avec une prestataire qui n'est pas très très loin. Ça peut être de proposer, bah, comme je disais tout à l'heure, le fromager qui peut venir je ne sais pas, dans les villages vacances, par exemple, le fromager qui a un rendez-vous je ne sais pas, les samedis à midi et demi, il passe au village vacances un tel et il fait la vente de ses produits, etc. Enfin voilà, c'est ce genre de choses aussi. Il y a l'idée vraiment derrière d'échange, de partage, d'hospitalité qui est quand même assez importante au niveau du tourisme bienveillant. Donc après, il y a des exemples. Là, on est sur donc, des chambres d'hôtes.
Alors, honnêtement, je ne les connais pas, hein, ces prestations, mais ils indiquent un petit peu aussi pourquoi est-ce que oui et pourquoi est-ce que non. Donc, les édieux dans les Combrailles et une maison d'hôte dans la Drôme. Alors, les édieux va répondre aux critères de la dimension singulière, oui, parce que du coup, c'est un hameau qui a été transformé en maison d'hôte en pleine nature. La Villa Escandia, non, parce que c'est une maison d'hôte quelconque. C'est pas très beau quand même. C'est assez péjoratif, mais plus classique, on va dire. Il n'y a pas forcément d'éléments différenciants. Les édieux, du coup, est en dehors des sentiers battus parce que ça se trouve dans un endroit isolé et que c'est à taille humaine. Le deuxième va être également hors des sentiers battus parce que enfin, voilà, la taille n'est pas trop n'est pas démesurée en fait, on va dire par rapport au hameau ou même à la commune. Donc après, il arrive hein, parfois et même souvent que la prestation en fait réponde peut-être à un, deux critères, mais du coup, ça ne passera pas pour la présélection. Mais voilà, en fait, ce travail-là, ça va vraiment être à nous de le faire. Mais après, comme je vous disais, partir ici, nous, on fait aussi plutôt confiance sur, parce que on peut en rediscuter juste après, mais vous avez vu que les prérequis en soi, ils peuvent être un peu discutables, entre guillemets. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est si jamais vous souhaitez faire partie de ce programme-là et que sur le principe, il y a peut-être un point qui fait que nous, on n'a peut-être pas forcément présélectionné, n'hésitez pas à nous appeler ou nous contacter pour qu'on puisse voir, enfin moi du coup, peut-être me contacter moi, pour qu'on puisse voir après si c'est pas si ça le mérite, mais voilà, si on peut après dans tous les cas ceux de partir, enfin les employés on va dire de partir ici viendront pas repointer un à un les prestataires qu'on aura présélectionnés, hein. Comme je vous dis, il nous faut confiance. Donc après c'est plus à nous de on va dire d'être droit dans nos bottes en quelque sorte, mais voilà de peut-être appuyer plus ou dire bah si ça peut être hors des sentiers battus parce que telle ou telle chose. Mégane, j'aurais une Oui, question. De toute oui, manière, par la suite, il y a un autodiagnostic. Donc, oui, si on oui, oui. présélectionne, Mm. même si, enfin bref, si on nous incite à présélectionner, par la Ouais. suite, il y a un autodiagnostic. Si Oui, ça ne rentre pas dans les clous, ça si ça peut. rentre pas dans les clous, ça rentre pas dans les clous. Après, par contre, ça fait comme pour les activités, ça, ils l'ont changé il n'y a pas si longtemps, parce qu'en effet, il faut. Alors, je me souviens plus du score. C'est sûr que dans les catégories, c'est sur 3 cœurs, je crois qu'il en faut minimum 2, il me semble, et je crois que c'est 2 dans toutes les catégories pour être considéré comme éligible, on va dire, à être sur la plateforme. Et par contre, si l'autodiagnostic, en effet, n'est pas bon, en fait, il vous donne une liste Chose à améliorer? ouais, c'est ça, de préconisations, en fait, à améliorer ou sur lesquelles peut-être un peu plus appuyer. Et vous pouvez retenter l'autodiagnostic. Alors, je me souviens plus s'il y a un délai ou pas, je crois, mais il ne doit pas être très, très long. Chose qui au début était, on ne pouvait pas le refaire, je crois. Et en fait, il me semble qu'il faut qu'on le représélectionne pour que ça réenvoie un autodiagnostic et puis après, voir si le score s'améliore. Mais oui, comme tu dis, après, en effet, même si nous, on présélectionne, j'ai envie de dire, tant que le prestataire ne fait pas son autodiagnostic, on ne pourra pas savoir définitivement si l'offre est éligible ou pas. Ouais. Et il faut vraiment que l'hébergeur euh, travaille, réponde à l'autodiagnostic. Mais oui, tu as raison, complètement. Complètement. Après, il y a aussi le fait de jouer le jeu, parce que qui dit autodiagnostic, ils vont peut-être pas aller vérifier, ils vérifient un petit peu ou pas. Parce que je Non, veux dire, on peut non, très non, bien dire, sur le bien principe, c'est sûr. du déclaratif. Ouais, voilà. Après, je crois qu'il y a des slides là-dessus après. On peut tricher. Euh, Non, et du coup, en fait, il y a beaucoup de questions où c'est oui, non, donc c'est vraiment des questions fermées. Et après, il y a certaines catégories où, par contre, tu peux mettre que tu n'es pas concerné. Parce qu'il y a des, enfin, voilà, il y a des structures peut-être qui, quand on parle d'employés, etc., bah, il y a des structures qui n'ont pas d'employés, donc il y a la catégorie, on va dire, non concernée, et ça permet de ne pas faire baisser la note non plus. Bien sûr. Voilà.
Ok. Après, au niveau donc de la valorisation oui, d'une spécificité du territoire, les édieux, ok, parce que du coup, pardon, ils mettent une offre de restauration 100% locale et qu'il y a même des cagettes, c'est bien ça d'ailleurs, des cagettes de produits locaux pour les clients. Pour les clients. De l'autre côté, non, parce qu'il n'y a rien de particulier et favorise la rencontre. Et ben oui, parce que du coup, l'hôte propose des activités découvertes avec un âne, des ateliers cuisine qui se font pas mal aussi sur le secteur. Il y en a beaucoup qui, c'est soit des ateliers cuisine, soit des massages ou éventuellement des soins énergétiques, etc., etc. Mais ça, du coup, même si c'est pas le prestataire directement qui le fait, c'est une idée de partenariat, de réseau, on va dire, un petit peu, et donc d'aller voir, d'aller présenter un petit peu le prestataire qui est à côté. Pour les campings, je vais peut-être pas tout faire non plus, mais voilà, du coup, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de se poser la question pour les quatre critères et en fait l'idéal, mais je ne pense pas qu'on ait le temps nous, de faire ça, mais en fait, l'idéal, ce serait presque de prendre un tableau, de prendre les quatre prérequis et à chaque fois de dire oui, non pour telle fiche et de dire oui, pourquoi, enfin, avec la justification, on va dire, et non, non pourquoi. Mais je pense honnêtement qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais on le fera de manière orale, entre guillemets, et on se fera la réflexion à chaque hébergeur. Sachant que, alors ça n'a peut-être pas forcément d'importance, mais pour nous un petit peu, on n'est pas sur une idée de partenaire de l'office ou pas, on est vraiment sur une idée générique, partenaire, non partenaire. Il n'y a pas de distinguo à ce niveau-là. Après, le seul risque, on va dire, c'est que pour les partenaires, on est sûr d'avoir eu des mises à jour. Pour les non-partenaires, les fiches risquent d'être peut-être un poil moins à jour. C'est pour ça que l'autodiagnostic et après la vérification des infos touristiques sur Rapidae est importante quand même parce que ça peut permettre pour certaines fiches de remettre un peu à jour certaines infos. Donc voilà, du coup, le questionnaire d'autodiagnostic a été adapté pour les hébergeurs, avec du coup, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Si, je vais y arriver. Ils ont été élaborés et revus avec soit des marques, labels, classements, etc. ou plateforme. Natitude y a beaucoup travaillé parce que Natitude, en fait, de base, sa grille est très tournée sur le tourisme vert, bienveillant, durable, parce que c'est, on va dire, sa marque de fabrique. Donc, ils ont été pas mal sollicités. Il y a eu Clé Verte aussi, l'écolabel européen. Et ils ont aussi travaillé avec, j'en ai perdu le nom, l'ATES. Ça doit être l'Association du tourisme équitable et solidaire. Donc voilà, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé avec la TES pour essayer justement d'avoir des questions les plus, pour le coup, les plus pertinentes en fait, en possible par rapport à l'activité d'un hébergement. Parce qu'un hébergement et une activité, c'est pas la même façon du tout de fonctionner, de recevoir les personnes, c'est pas du tout la même relation. Donc, bon, après, je vais peut-être pas forcément non plus trop en parler beaucoup, mais... Mégane? Oui. Oui, j'ai une petite question. Les hébergements qui sont Valeur Park sont intégrés, enfin c'est... Du coup, on va dire que pour nous, moi, je fais un point en fait avec notamment Marie et Audrey Plana pour TDM. En tant que référente mise à jour, c'est nous qui nous occupons un peu de présélectionner les hébergements. Et en fait, honnêtement, oui. Moi, je sais qu'il y a dans les directives, on va dire, que je vais leur donner, ça va être en effet déjà de base de plus ou moins, pas présélectionner, mais mettre en avant, enfin pas en avant, mais en premier, on va dire, les hébergements qui sont Natitude, Valeur Park, Clé Verte. D'accord. De base, en fait, s'ils ont ces labels-là, ça veut déjà dire qu'ils ont une fibre quand même développement durable assez poussée. Donc, il y a de très fortes chances quand même qu'ils répondent. Par contre, là où ça peut peut-être pêcher, faut quand même qu'on voit, c'est pas parce qu'ils ont un label, un classement ou une marque que ils vont répondre forcément aux À tous les critères. 3 zones critères. Voilà, Ouais. c'est ça.
Ouais, d'accord. Mais en effet, il y a quand même une prérogative, on va dire, sur ces hébergeurs-là. Oui, complètement. Complètement. Ok, merci. Donc, du coup, là, après, ça réindique donc, les trois piliers, l'environnement, l'économie et le social. Il y a 15 questions à chaque fois. Il y a un extrait des questions, sachant que ce PowerPoint-là, je le mettrai du coup dans l'espace pro avec le replay. Comme ça, vous pourrez le consulter si vous voulez. Voilà. Et après, bon, là, c'est des exemples de critères. L'établissement a-t-il mis en place une politique de réduction suivie de sa consommation d'eau, pardon. Oui, non. Et équipé pour réduire la consommation d'eau, etc., etc. Là, c'est pour la partie économie. Favoriser une fréquentation hors saison, par exemple. Tarifs spéciaux, etc. Pour la partie sociale, c'est par exemple les chèques vacances et bons CAF, des tarifs particuliers pour les familles, des actions pour faciliter l'accès aux offres pour les personnes en situation de handicap. Voilà, et du coup, donc là, il rappelait encore une fois, mais je l'ai déjà dit, l'hébergeur sélectionné reçoit donc son autodiagnostic, il le remplit. Si c'est OK, comme on disait, si le score permet d'être éligible, il apparaîtra donc à partir de début juillet normalement. On vous préviendra si jamais il y a des petits décalages, on va dire, de ça. Et sinon, hop. Donc voilà, il y avait bien une idée de délai, je ne me souvenais plus, mais je pensais que c'était 2 mois, mais non, du coup, c'est 3 mois. Et je crois en fait qu'on peut reprendre le même questionnaire. Après, si jamais vous avez perdu le mail avec l'autodiagnostic, vous pouvez toujours nous le demander parce que nous, en fait, on a accès à, comme pour les mises à jour, en fait, on a une plateforme ou un site internet en fait où on voit tous les envois qui ont été faits, on voit également les scores que les prestataires ont pu avoir, on peut voir aussi où est-ce qu'ils se sont arrêtés, parce que ça arrive parfois que malheureusement il y a des prestats qui aient commencé le questionnaire et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de finir ou je ne sais quoi, et donc voilà, c'est pas fini, donc tant que le questionnaire n'est pas fini et validé par l'hébergeur, il peut pas, il peut pas être éligible. Et donc, nous, du coup, après, on peut vous renvoyer le lien du questionnaire. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, après, si c'est pas bon, il y a des recommandations et vous pouvez le refaire d'ici 3 mois. Et puis après, hop, hop, hop. Et je pense que ça doit être tout. Tac. Hop. Est-ce que, du coup, vous avez des questions? Oui, moi, j'aurais voulu par rapport à la question sur l'accessibilité. Beaucoup de chambres d'hôtes, quand on les visite, et j'en fais partie, ont des escaliers. Ça n'empêche pas d'avoir une visibilité par rapport à d'autres handicaps, on dira, ou d'autres difficultés visuelles, sonores, etc. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'on était beaucoup avec des escaliers et pas de plan d'arrivage possible, ni ascenseur évidemment, surtout dans des maisons patrimoniales comme celle dans laquelle je suis. Après, si je ne me trompe pas, pour moi, hein, du moins, à moins que je dise une bêtise, mais pour le coup, je ne pense pas. L'idée d'accessibilité, en fait, ils ont juste fait le point de vigilance parce que dans les types d'hébergements éligibles, il y a du village vacances, il y a du camping. Et là, on est sur des volumes très importants où eux ont obligation de respecter parce qu'ils sont considérés comme des ERP, donc des établissements recevant du public. Et ERP, uniquement les sites qui peuvent accueillir plus de, je crois, normalement 16 personnes. Donc, dans tous les cas, les chambres d'hôtes ne sont jamais inquiétées, on va dire, à ce niveau-là. Parce que vu que vous pouvez accueillir que 15 personnes maximum et sur 5 chambres, donc normalement, il n'y a pas de risque en quelque sorte. Après, je peux me tromper. Franchement, j'avoue ne pas maîtriser non plus à fond tout ce qui est accessibilité, mais je
Je pense pas. Après, c'est peut-être possible que vous ayez des choses, mais assez réduites et restreintes en termes d'accessibilité. Mais je suis pas sûre qu'il y ait des. Je vais essayer de me renseigner. Parce que là, du coup, j'avoue que je sais pas. Je pense pas qu'il y ait d'obligation très lourde, on va dire, pour les maisons d'hôtes. Je pense vraiment que là, à mon avis, ils avaient mis l'accent là-dessus parce que dans les typos, il y avait voilà, village vacances, camping, et que là, on est sur des grosses capacités et que eux, en effet, ont obligation de répondre à ça. Disons que sinon, ça exclurait énormément de Ah chambres oui, mais d'hôtes. c'est sûr. Ouais, non, 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 non. Et puis c'est pas du tout le but. Non, non, vraiment, je me renseignerai auprès, bah, justement, de Marie Storm, voir si jamais elle sait. Mais je pense honnêtement que le point de vigilance, c'était plutôt par rapport à ça, plutôt par rapport aux hébergements collectifs. Et deuxième et dernière question pour l'instant, c'est l'histoire des meublés de tourisme qui ne sont pas inclus parce qu'il n'y a pas de partage de convivialité ou d'échange. Alors là, bon, évidemment, chacun connaît son propre cas. Moi, personnellement, quand les gens vont dans le meublé de tourisme, qui est attenant à 50 mètres des chambres d'hôtes, il y a forcément un énorme échange d'abord parce qu'il y a forcément un moment d'accueil ou un apéro dans le séjour, etc. Et plus le fait qu'on se voit tous les jours, parce qu'on se croise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc, est-ce que Eh ben, c'est là, exclusif? eh ben, moi, j'ai posé la question à Marie quand on a fait un point juste après, à Marie Storm, hein, toujours, parce que j'avais notamment l'idée du gîte de la Pierre à Marsac, parce qu'on va le faire en fait visiter pendant une journée de découverte. Et par exemple, eux, le gîte est mitoyen. Ou vraiment très très proche avec leur habitation propre. Ils ont une idée de potager dans lequel les visiteurs peuvent se servir. Ils ont je crois, refuge LPO, etc. Enfin bref, il y a plein de choses en fait qui font que tout au long de la semaine, ils se parlent également. Et du coup, Marie, ce qu'elle m'a dit, c'est que si vraiment, vraiment, on pense qu'il y a un intérêt, on peut, mais vraiment, c'est pas conseillé du tout. En fait, on pourrait éventuellement biaiser, on va dire, un peu le truc et recréer une fiche pour la mettre, par exemple, en maison d'hôte, en fait. Parce que dans tous les cas, seront exclus, parce que sur Rapidae, on peut faire ça quand on fait nos recherches. En fait, on peut exclure un type d'objet en particulier. Et je pense que quand ils vont faire leurs recherches, ils vont exclure gîte. Donc, ça veut dire que, en fait, un gîte présélectionné ne sera pas considéré, on va dire. Et la seule solution, ça serait de faire un doublon de fiche et de le mettre en maison d'hôte pour que ça passe. Mais honnêtement, je le conseille pas du tout parce que nous, après, même sur notre site internet, ça va tout faire bugger. Enfin, pas tout, mais je veux dire, c'est pas top. C'est vraiment, vraiment pas top. Donc, non, après, je sais pas, peut-être qu'ils vont revenir dessus s'ils voient que vraiment dans chaque secteur, il y a des éléments hyper structurants pour la destination qui manquent, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que Oui, ça soit trop le cas. je voudrais, Oui, alors allez-y, allez-y. oui, je voudrais rebondir. Oui, pardon. Allez-y, allez-y. Oui, oui, Alain, allez-y. Ah oui, mais j'entends quelqu'un d'autre derrière. Non, non, c'est que du coup, j'ai les travaux derrière et Ah, voilà, voilà. c'est pour ça. Oui, oui, d'accord. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit et si on peut déroger, bah, pour ma part, mes gîtes s'inscrivent, je pense, à peu près dans tous les critères aussi. Je voulais revenir sur
sur ce problème de critères, justement, qui exclut les gîtes. Et j'ai peut-être zappé quand vous l'avez présenté. Est-ce que la restauration est obligatoire? C'est ce qui, et le petit déjeuner, notamment, c'est ce qui différencie les chambres d'hôtes des gîtes. Et est-ce qu'il y a une notion de séjour? Non, normalement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est favorisé, on va dire, dans le sens où justement, ce moment de restauration peut être considéré comme un moment en fait d'échange d'informations touristiques, etc., etc. Mais en théorie, ce n'est pas obligatoire. Convenez avec moi qu'un gîte est quand même beaucoup moins concentrationnaire qu'un camping. Donc, ça, c'est sûr. Il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Je vous j'avoue que moi, la première, quand j'ai vu ça, j'ai été un peu perturbée. Et donc, j'ai vraiment demandé à Marie après, parce que je me suis dit, je suis certaine que ça va être… surtout que nous, on ne l'avait pas indiqué, parce que comme je vous dis, on n'était pas au courant de ça, de cette restriction, on va dire. Et Marie m'a dit, voilà, on a fait ce choix parce qu'on ne veut pas que ce soit un catalogue, on ne veut pas que ça soit un doublon, parce que alors je ne sais plus exactement, mais je me demande si nous, on n'a pas plus de 500 et quelques hébergements tout confondus, rien que sur notre secteur, et vous multipliez ça par je ne sais combien de destinations surtout Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je pense que dans un premier temps, ils font comment dire, un entonnoir, hein, pour le coup, mais peut-être qu'ils feront à l'envers, justement. Peut-être qu'après, une fois que les premiers, on va dire, seront bien installés, peut-être qu'après, ils élargiront aux hébergements, aux gîtes et meublés. Mais là, honnêtement, aucune idée. Honnêtement, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit dans les plans. Mais je peux me tromper. Et comme je vous dis, si après, dans les offices, on se rend compte qu'il y a vraiment des fers de lance, on va dire, qui sont pour nous, des têtes d'affiche, etc., on va dire, s'il n'y a pas cette offre-là sur partir ici, peut-être qu'ils vont se rendre compte après que il leur manque des choses et que ça serait peut-être intéressant d'élargir au JT meublé. Mais voilà, là, vraiment, ça reste que des suppositions pour l'instant. Et comme je vous dis, la filouterie, on va dire, de faire un doublon de fiche en chambre d'hôte, je suis pas du tout pour, parce que voilà, un gîte et une chambre d'hôte, c'est pas pareil, même si, comme vous dites, on sait en effet que sur certains meublés, on sait que c'est pas juste une remise de clés, que c'est pas une boîte à clés, que c'est pas juste une remise de clés et merci, au revoir, qu'il y a un échange quoi qu'il arrive. Christine, par exemple, avec les petits pots qu'elle peut proposer, la découverte du moulin, comme je disais, le gîte de la pierre, ou même vous, au cours de la semaine, vous les voyez plusieurs fois. On sait, hein, de toute façon que c'est pas voué à être fermé, on va dire, mais voilà, là, du coup, on n'est pas du tout maître de ça. Oui, enfin, faites remonter notre… Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je m'en doutais. Comme je vous dis, j'avais dit à Marie, je me doute que cette restriction-là passerait, on va dire, un petit peu mal. Et ce qui est compréhensible aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon? Bon, et ben, du coup, il n'y a plus qu'à, de notre côté, à faire les présélections et puis à vous surtout de bien répondre à l'autodiagnostic pour pouvoir faire avancer tout ça. Bon, et ben, du coup, parfait. Je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous en juin pour les outils de l'été, les nouveautés, etc. Et puis, si jamais vous êtes intéressé aussi, jeudi matin, il y a quelque chose autour des éco-gestes. Donc, on reste un peu aussi dans cette thématique-là, on va dire, sur la gestion des déchets et économie, électricité et eau, normalement. Voilà, donc du coup, ça se déroule au parc à partir de 10h. Donc, n'hésitez pas à participer. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.